Nouveau week-end, nouvel invité, bienvenue sur la place des évolués. Nous recevons pour vous aujourd'hui un grand monsieur. Il est très silencieux et moins connu du grand public. Il s'appelle Jean-Marie Bolika. Je l'ai rencontré plusieurs fois, on a échangé beaucoup de fois sur la question des gouvernances forestières, des questions qu'il maîtrise parfaitement bien. Et il a choisi ce week-end pour partager avec nous sur ce plateau et partager bien sûr avec les téléspectateurs. Jean-Marie Bolika, bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir. Hein. Donc le week-end, tu es un ami déjà, on se connaît très bien. Tu vas permettre que je te tutoie parce que c'est le week-end. Hein. En tout cas, moi je suis à l'aise quand on me tutoie. Super. Et pour moi aussi c'est un honneur parce que depuis que tu as lancé la télé, je n'ai jamais eu l'occasion de participer. Exactement. C'est qu'au niveau du journal en ligne où j'ai déjà donné mes opinions plusieurs fois. Et je suis très heureux que je sois parmi vos invités ce week-end. Alors, la gouvernance forestière, parce que nous allons en parler aujourd'hui en long et en large. Moi, je vais juste te poser des questions. Je sais que l'expertise est là, hein. Ça c'est très sûr, hein, parce que ça fait beaucoup de temps quand même que tu es dans le domaine. Hein. Oui, ça fait 14 ans aujourd'hui. Wow. C'est beaucoup. Hein. Oui. Et... Je travaille dans le secteur des ressources naturelles, ça fait 14 ans. Super. Et quelle est la cartographie que tu établis par rapport aux ressources naturelles de la RDC et leur gouvernance? Bon, quand vous parlez de ressources naturelles, là c'est trop large, il faut prendre l'eau, il faut prendre l'eau, il faut prendre les mines, il faut prendre les forêts, les hydrocarbures. Donc c'est vraiment, c'est pas limitatif, c'est trop large. Exact. Et il faut seulement comprendre que nous venons de loin. Nous venons de loin parce que le pays a été dirigé il y a aujourd'hui, si je parle de la référence de 2000, c'est sur base des lois qui héritaient de la colonisation, mais qui ont été appliquées depuis plusieurs décennies sans tenir compte de dynamiques, des évolutions dans le monde et des nouveaux challenges. Alors là, il faut d'abord féliciter les décideurs parce qu'on a aujourd'hui des lois dans tous les secteurs extractifs. Et on a une nouvelle loi sur les mines, on a une loi sur les hydrocarbures, alors qu'avant les mines et les hydrocarbures, c'était une seule loi. On a une loi sur l'eau, on a une loi sur la forêt, et ainsi de suite. On a des réflexions sur toutes les questions liées au changement climatique. Donc il faut dire qu'on est dynamique et que le Congo, par le fait qu'il il est acteur, il est parmi les États partis sur plusieurs conventions, conventions sur la gestion de la biodiversité et beaucoup d'autres. Donc la RDC fait un effort pour qu'elle puisse s'adapter et qu'elle ne soit pas en marge des décisions du monde et qu'elle puisse vraiment être parmi les acteurs clés, étant donné que tout l'espace de la RDC, ce sont les ressources naturelles. Et donc c'est tout à fait normal que nous ayons, qu'il y ait cet engouement et que l'engagement du gouvernement congolais, qu'on ait des lois partout. Et maintenant, il faut aller au-delà des lois. C'est maintenant le challenge, c'est comment appliquer, comment faire en sorte que tous ces secteurs-là puissent porter des ressources financières pour que l'État ait des moyens de développer la RDC et de lutter contre la pauvreté. Donc, on peut avoir plusieurs objectifs, mais l'essentiel de toutes ces lois, c'est que l'État congolais ait des moyens pour faire face aux défis de développement qui nous préoccupent. Et ça, c'est le plus grand défi d'ailleurs, parce que les textes nous en avons, comme tu l'as dit, c'est tous les domaines de ressources naturelles est vraiment cadré par des lois, mais en réalité, ces lois sont presque inexistantes, hein, en quelque sorte. Et dans cette position-là ou dans cette situation, pas les moratoires qui perd et qui bloquent gagne. à ce que l'État congolais ne puisse pas contrôler le secteur. Le plus grand C'est pas perdant, les c'est moratoires. l'État. Parce que c'est l'État qui a Les la moratoires mission n'est qu'un aspect. de développer des pays, de lutter contre la pauvreté. Mais c'est pour cette raison que vous verrez à travers le pays, hein, vous avez du mal à rencontrer des figures souriantes. Hein? Il y a des gens qui pleurent au jour le jour comment on est assis sur des richesses, des potentialités, mais qu'on n'arrive pas à les convertir en richesses. C'est ça le problème. C'est ça le problème qui nous préoccupe. Comment expliquer que des pays qui n'ont pas assez de ressources
Je ne vais pas citer, mais je vais vous donner l'exemple du Sénégal qui n'a que des arachides. Mais qui font un effort pour que le produit qui est issu du commerce des arachides puisse améliorer les conditions de vie des populations. Mais nous, on a tout. On a l'eau. On a l'eau. Il y a certains pays, pour qu'il y ait de l'eau, les gens doivent prier. On doit évoquer les mannes pour qu'on ait de l'eau. Et nous, on a tout. On a l'eau, on a la forêt, on a les mines, on a les terres arables. Mais on est pauvre. On a même des difficultés à manger. Et c'est de la malédiction de la richesse. Effectivement. On devient des gens qui sont en train de... Toutes les migrations, tous les déplacements des Congolais à l'extérieur, ils sont à la recherche d'aller chercher comment trouver à manger. Exact. Alors qu'on a à manger partout, mais on a des difficultés pour avoir accès à cette nourriture. Donc, on va nous vendre des abats de poules, des courtillons de dinde, mais alors qu'on ne peut pas manger ça. Ce sont des nourritures destinées aux animaux. Mais nous, on mange ça parce qu'on n'en a pas. De ce point de vue, quand même, le chef de l'État est conscient du paradoxe qu'il y a, qui n'est peut-être pas explicable par le fait que la RDC regorge d'énormes ressources, mais la population croupit toujours dans la misère. Et par rapport à cette situation, vous partagez quand même le point de vue avec lui? Oui, ça c'est le point de vue de tous les Congolais, y compris le président qui est parmi les citoyens congolais. Et je pense qu'il y a des signaux forts qui montrent que le nouveau président de la République est engagé, il a la volonté, cette ferme volonté de changer les choses. Il est entouré d'éminentes personnalités, des professeurs d'université, des chercheurs et des experts dans tous les domaines. Et moi, je reste convaincu qu'il va réussir. Mais il est question que nous tous, en tant que Congolais, nous puissions apporter chacun dans son domaine sa pierre pour la construction de ces édifices. Ce n'est pas au président de la République, il ne faut pas demander seulement à lui, mais c'est à tout le monde. Parce que lui, tout ce qu'il lui doit faire, c'est de donner les grandes lignes et de laisser les différents secteurs spécifiques à développer des politiques qui vont dans le sens d'améliorer. C'est ça le problème. Il ne faut pas croire que le président de la République va cracher la richesse, le président de la République va d'un coup de bâton changer les choses. Non, il faut les politiques, il faut des moyens, il faut l'engagement de tout le monde. C'est un peu comme il avait dit lorsqu'il a lancé son programme sur la réduction de la pauvreté. Il dit, sans vous, je ne vais pas réussir, donc vous devez être là. Les Congolais doivent s'approprier cette politique et s'appliquer. Alors, mais toutefois aussi, il y a les secteurs des forêts qui vous intéressent le plus, hein, parce que je sais que l'expertise que tu as, excuse-moi, j'ai utilisé vous, mais je voudrais bien utiliser les tu. Alors, l'expertise que tu as dans ces domaines fait en sorte que tu puisses développer des réflexions très ambitieuses. Alors, dites-moi un peu, au regard de l'actualité aujourd'hui, qu'est-ce qui te monte au cœur? Bon, dans le secteur forêt, je crois que quand vous lisez mes interviews au niveau d'Environ News, j'ai déjà fait une réflexion par rapport à la fiscalité forestière. Et nous avons plusieurs fois évoqué cette épineuse question où la contribution du secteur forêt en termes de création de richesses ou de sa participation au budget de l'État est faible. Presque nul. Nul. Alors que nous sommes dans le même espace. Le Cameroun a autant de pourcentages. Le Gabon, la même chose. Mais nous, on est loin. On est presque nul. Pourquoi? C'est parce que la première chose, c'est que on a un sérieux problème en termes de fiscalité qui n'est pas compétitif. Il y a la présence des microtaxes et de plusieurs intervenants qui n'ont rien à voir avec le secteur forêt, qui continuent à puiser des ressources. Il y a la corruption qui est suffisamment installée et qu'aujourd'hui, même l'application des mesures d'application du secteur forestier pose problème. Et partant de l'administration forestière elle-même. Si l'administration forestière n'est pas efficace, vous n'allez pas demander à ce qu'on puisse avoir des millions. Et l'administration forestière doit avoir des moyens. L'administration forestière aujourd'hui n'a pas de moyens. Elle n'a pas de moyens. On va chaque fois crier, mais l'administration forestière n'a pas de moyens. L'administration forestière n'a pas la police
donc l'inspection, donc la direction de contrôle du ministère qui est constituée d'un corps d'inspecteurs n'a pas de ressources. Il y a longtemps qu'elle a effectué les missions de contrôle forestier. Il y a longtemps. Et si cette administration a fait une mission de contrôle forestier, c'est peut-être dans une des 26 provinces. Et les 25 autres, elle n'en a pas fait. Vraiment. L'espace est tellement vaste que les ressources humaines manquent, que les ressources, la logistique manque et que la politique elle-même manque. Parce qu'on ne peut pas chaque fois se réveiller un matin pour dire nous voulons ça. Non. Il faut qu'on puisse définir la politique forestière. Nous voulons quoi à l'horizon 2030 Et sur base de cette politique-là, on dit nous voulons que le secteur forestier congolais rapporte autant de millions. Pourquoi pas des milliards? Des milliards à l'horizon 2030. Voici les indicateurs, voici les moyens techniques, financiers et logistiques. Produisez-nous donc les milliards là que nous voulons. Non, nous n'en avons pas. Quels sont aujourd'hui les piliers de cette politique forestière? Il n'y en a pas. Okay. Le code forestier, il est né depuis 2002. Il devient de plus en plus obsolète. Il devient de plus en plus obsolète à cause de la dynamique qui naît, des questions de raids qui n'ont pas été évoquées à l'époque, les changements climatiques n'ont pas été évoqués. Il faut que toutes ces dynamiques qui rapportent beaucoup d'argent, les tourbières qui rentrent là, il faut que ça soit intégré le code forestier. Mais ça ne peut pas intégrer le code forestier parce que le code forestier n'est qu'un bras de la politique forestière. Donc il faut commencer par la définition de la politique et avoir des lois. Attends, avant que tu ailles plus loin, parce que je comprends que la matière là est vraiment abondante. Quand tu parles, par exemple, de l'efficacité du secteur forestier, c'est-à-dire l'administration forestière, et là, s'il faut redynamiser, ne faudrait-il pas penser ou repenser à la reconfiguration même de cette administration? Bon, je crois qu'il y a eu un grand travail qui a été fait. On est parti de 24 directions, je crois, à 12. Okay. Après les 12, il y a eu des grandes structurations même de l'administration forestière. On a aujourd'hui un directeur général en charge des forêts, il y a un directeur général en charge du volet environnement, et puis un autre aussi. On a au moins 3, si je ne m'abuse pas, 2 ou 3 qui sont vraiment structurés. Et chaque, il y a la direction des inventaires forestiers, la direction du cadastre forestier, la direction de la gestion forestière qui répondent directement à la direction générale des forêts. Okay. Et de l'autre côté, vous verrez, c'est bien structuré. Ces côtés-là, ce n'est pas le problème. Il y a eu une grande réflexion et on a aujourd'hui un cadre organique qui fonctionne. Okay. Maintenant, il faut doter ces cadres organiques des moyens. Il faut former le personnel. Il faut retraiter le personnel qui a atteint l'âge de retraite. Il faut former les jeunes. Il y a eu, avant le 31 décembre 2018, on a recruté beaucoup de jeunes dans l'administration en général et dans l'administration, dans le ministère de l'Environnement en particulier. Et il faut former ces gens-là. Il faut les former. Ils doivent bénéficier de formations pour qu'aujourd'hui ils soient compétitifs et efficaces. Ce n'est pas des gens qui doivent rester là en train de tourner les postes, non. C'est des gens qui doivent être formés et maintenant répondre par rapport aux besoins. Exact. Voilà. Donc c'est ça le problème. Ce n'est pas le problème de la structuration. La structure, elle est là, elle est bien faite. Le ministère a bénéficié de l'accompagnement des experts internationaux, des bailleurs. On a une structuration qui fonctionne. Mais quand tu as dit qu'il y a une parafiscalité également qui fait que les secteurs ne puissent pas donner les meilleurs de soi, alors quels sont les éléments qui rentrent un peu dans cette option-là? Quelles sont les taxes que toi, tu aujourd'hui penses que ne font pas avancer les choses dans la bonne direction? Bon, je vais vous donner un exemple. Quand un radeau ou un bateau plein de grimes flotte sur les fleuves et que la force navale débarque et commence à percevoir ces taxes, qu'est-ce que la force navale a à faire dans le secteur forestier? Le ministère de l'Environnement n'a pas la mission de percevoir des taxes. Qu'est-ce que l'ANR a là-bas? L'ANR n'a pas une mission de percevoir des taxes. Bon, peut-être au niveau de la gestion des appareils de télécommunication, parce que ça relève de la sécurité, oui, elle peut avoir un œil, mais n'a pas la mission de percevoir les taxes à ce niveau-là. Et ils les font? Bien sûr. Alors, on a recensé plus de 150 taxes. Wow. Le ministère des Transports aussi.
l'ex-Onatra, SCTP, qui continue à percevoir des taxes, même dans les ports qui ne lui appartiennent pas. L'amalgame. Hein? Donc, parce que l'ex-Onatra a toujours cette ancienne vision-là de l'époque où elle jouait le monopole pour s'imposer dans tous les secteurs, alors que le secteur est libéralisé. Et donc, quand vous regardez l'ensemble, je peux oublier, mais il y en a autant. J'ai recensé 150 taxes. Et les 150 taxes là, ça représente combien d'argent à peu près selon toi? Non, je n'ai pas un chiffre spécifique par rapport à ça, parce que les taxes sont perçues de façon annuelle. Même si on pouvait avoir l'ensemble de ce que ce secteur rapporte en termes de perception. Mais la plupart ne rentrent pas dans le secteur, dans le trésor public. Voilà. Hein? C'est dans les poches des individus. Je peux vous recommander le site du ministère des Finances. Le ministère des Finances publie tous les 3 mois les recettes du secteur extractif. Mais vous ne verrez pas quelque part où le ministère de l'Environnement a saisi autant de grimes de bois d'origine illégale et que ce contrevenant-là a payé X montant. Rien. Et pourtant, on voit chaque jour, des gros camions qui passent avec du bois, et surtout aussi du bois illégal. Ça, c'est vu de tout le monde. Même certaines personnes, certains concessionnaires forestiers qui sont supposés être concessionnaires, d'autres ne payent pas de taxes. D'autres ne payent pas. D'autres n'honorent même pas leurs engagements socio-économiques. En termes de cahiers des cahiers de charges. Mais ils continuent à couper. On les connaît, on connaît là où ils sont. Ça se passe juste avec des gens qui ont des renommées. Oui, mais qu'est-ce que vous allez demander à un pauvre agent du ministère de l'Environnement d'aller agir devant quelqu'un qui a des galons équipés, écouter sa vie à la minute? Ça, c'est pas normal. Hein? Demandez aux agents du ministère, ils vont vous dire. Ils sont allés faire des missions de contrôle forestier dans l'ex-province orientale. Ils n'ont même pas terminé la mission parce qu'ils ont été étouffés par des citoyens congolais. Et là, ce n'est pas normal. Vous n'allez pas demander à l'État d'avoir des moyens pendant qu'il y a des gens qui sont là en train d'étouffer l'action de l'État. Il y a des rapports qui ont été publiés pour que tel individu est impliqué dans tel problème, telle concession, tel endroit. Il y a eu même des cas de mort d'homme. Il y a eu même des cas de mort d'homme où les communautés se sont soulevées simplement parce qu'ils réclamaient le bénéfice des clauses sociales. Ouais. Ça, c'est connu. C'est connu. Les gens connaissent ça. Est-ce que ce n'est pas à moi de mettre ça sur la place que tout le monde connaît? Il y a des rapports. Le ministère connaît. Donc, il faut qu'on sanctionne ces individus-là. Parce que vous n'allez pas demander à ce que les secteurs forestiers puissent produire pendant qu'il y a des individus qui ne veulent pas que l'administration forestière fasse son travail. Super. Alors, parlons un peu moratoire, parce qu'aujourd'hui, on constate que les objectifs même poursuivis à travers ces moratoires n'ont pas été atteints selon les uns, peut-être atteints selon les autres. Je ne sais pas si c'est ton point de vue aussi. Bon, le moratoire a été établi depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il faut lever le moratoire? Oui, il faut lever le moratoire. Parce que le moratoire ne sera pas éternellement. Le moratoire doit être relevé. Mais il y a des conditions. Ouais. Il y a des conditions. On ne va pas se réveiller seulement un matin pour commencer à crier, pour dire non, il faut lever le moratoire. On lève le moratoire. Il y a des pesanteurs. Derrière les moratoires, il y a des pesanteurs. Je vais vous donner les chiffres exacts ou à peu près. Environ, on a aujourd'hui pratiquement à peu près 63 concessions forestières. Et si les 63 concessions forestières, si vous partez de la période 2016 à 2019, il n'y a pas 20 concessions forestières qui sont opérationnelles. Il n'y a pas 20. Pourquoi ça? Parce que certains opérateurs sont incapables, malgré qu'ils détiennent des titres, incapables d'exploiter. Ils n'ont pas de moyens. Parce qu'il y a d'autres pesanteurs qui entourent cette exploitation. Et l'année passée, le gouvernement sortant avait retiré une partie des concessions qui étaient longtemps inactives pour les confier à des tierces personnes, même si je ne suis pas d'accord avec la façon dont on l'a fait. Parce qu'on n'a pas respecté la procédure. Et le fait de n'avoir pas respecté la procédure
aujourd'hui, nous met sous l'embargo de la communauté internationale pour que la RDC ne puisse pas avoir les fonds CAFI. Et ça, ce sont des individus, des Congolais qui ont fait ça. Nous sommes aujourd'hui sous embargo. Les fonds CAFI, on ne les gère pas, on ne les reçoit pas, parce que des individus ont cautionné, ils ont attribué des concessions à des tierces personnes sans respecter la loi. Ça, c'est un problème. Et nous devons aujourd'hui, avec la diplomatie du nouveau président de la République, qui est en quête des investisseurs et des partenaires à travers le monde, nous devons donner des signaux forts qu'effectivement nous voulons changer des choses pour que les nouveaux investisseurs arrivent, pour que la communauté internationale donne l'argent au peuple, au gouvernement congolais. Dès lors qu'il n'y a pas ces signaux-là, il y a qu'on continue à attribuer des concessions à des individus, à des personnes, sans respecter la loi, l'argent ne va pas venir. Et les signaux que vous attendez, c'est quoi? Qu'on annule? Mais qu'on annule ces concessions-là, on annule. On annule. Il y a eu, on a fait des rapports plusieurs fois. Mais le ministre qui était là s'est entêté, il n'a pas voulu. Et si vous suivez, à l'époque de l'IOTA, il y a eu des concessions. Bopolo est venu, il a reçu l'instruction de Matata. On a annulé. Et maintenant, un individu résiste et il ne veut pas à ce qu'on puisse annuler ces concessions pour que l'argent arrive. Mais c'est qui cet individu-là? Vous voulez que moi je cite le nom des gens? Moi je ne suis pas venu citer le nom des gens ici. Moi, si je comprends bien, il faut commencer d'abord par là. Donc que les nouveaux ministres commencent d'abord par remettre un peu de l'ordre. Le ministre doit remettre un peu de l'ordre. Pas un peu, mais de l'ordre. Il doit remettre de l'ordre. Et qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Mais par rapport au moratoire, je vous ai fait la proposition. Oui, ça je comprends. Mettez déjà les gens sur la même table. Ouais. Maintenant, par rapport aux concessions qui existent déjà... Non, en tout cas, pour les concessions, il y a un problème là qu'il annule. Qu'il annule, et c'est ça le signal que la communauté internationale attend. Les bailleurs qui financent le secteur forêt, ils attendent ce signal. Aujourd'hui, les problèmes du moratoire, ce n'est pas seulement les exploitants forestiers industriels, mais c'est aussi les artisanaux. Et selon toi, qu'est-ce qui peut être corrigé? Il faut comprendre que le secteur artisanal est réglementé, mais il n'est pas contrôlé. Est-ce que les gouverneurs de province respectent la procédure d'attribution des permis de coupe artisanale? Est-ce que ces gens-là, ils payent les taxes? Ou alors, c'est des amitiés, ou c'est des amitiés, et alors, c'est finalement, si ça se fait de cette façon-là, au juste, quand ces gens-là arrivent, qui débarquent avec le bois qui colle, ils font ce qu'ils font. Et dans la plupart des cas, ce n'est pas des Congolais qui font l'exploitation artisanale. Ce sont des pseudo-Congolais. Parce qu'en réalité, ce sont des Chinois et d'autres individus qui incitent les Congolais. Les Congolais sont là comme des boucliers, mais en réalité, ce sont les Chinois qui les font. Et ce bois-là est à l'export. Vous voyez? Donc, ce bois-là qui est du bois artisanal, qui est concurrencé, qui concurrence les bois d'origine industrielle, qui ne respecte pas les engagements sociaux, qui ne fait pas l'aménagement forestier, tout ça, ça détruit la forêt. Et quand vous allez dans toutes les provinces, moi j'ai cette chance-là de rencontrer les gouverneurs, mais vous attendrez que chaque gouverneur plaire. Oui, mon jeune frère, vous venez, merci d'avoir installé le conseil consultatif, mais ma province a des superficies forestières importantes, mais moi je ne gagne rien. Mais on exploite. Mais on exploite. Mais celui qui exploite, il vient avec un papier qui vient de Kinshasa. Ou même le gouverneur est incapable de réagir. Vraiment. Nous n'en parlons pas de l'administration forestière. Si un inspecteur de la province ou le coordonnateur ose mettre le nez, mais le jour qui suit, on va le cuire. Hein? Donc, c'est des choses qui se passent. Qui se passent au vu et aussi de tout le monde. Alors, vous voulez qu'on lève les moratoires pendant que ces choses-là sont encore là. Ces opérateurs-là. Mais si on attend aussi toujours qu'on corrige ça, ça va. Mais mettez de l'ordre. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais ce n'est pas les moratoires qui bloquent. Ce n'est pas les moratoires qui bloquent l'évolution du secteur forestier. Le moratoire n'est qu'un aspect. Ce n'est pas les moratoires qui bloquent que la gouvernance forestière soit effective. Ce n'est pas le moratoire qui bloque à ce qu'on ne puisse pas faire la perception des taxes. Ce n'est pas le moratoire qui bloque à ce qu'on ne passe pas l'aménagement forestier. Ce n'est pas le moratoire qui bloque à ce que l'État congolais ne puisse pas contrôler le secteur. Ce n'est pas le moratoire. Le moratoire n'est qu'un aspect. Mais le gros du problème, c'est au ministère et ses services.
C'est ça. Parce que moi, je me rappelle bien qu'à un moment donné, la FIB, quand on commençait à dire non, non vos membres ne payent pas, vos membres. Alors, la FIB est allée avec ses papiers. Il dit voici ce que tel a payé, tel a payé, tel a payé. Alors, vous aussi, l'administration, montrez-nous les preuves. Ils ne sont pas venus avec les preuves. Hein. Ok. Vous voyez? Une confrontation. Alors, il y a eu, oui, mais je ne suis pas l'avocat de la FIB, mais je vous dis qu'ils sont allés avec des preuves pour dire voici ce que nous avons payé. Est-ce que vous pouvez nous montrer au niveau du trésor si réellement ce que nous avons payé est arrivé au trésor public? Non, venez demain, venez demain, venez demain. Ça alors, ça c'est ça les Congo. Alors Jean-Marie, on va justement chuter, mais je voudrais quand même qu'on revienne un tout petit peu sur les différentes installations des conseils consultatifs provinciaux que VVF a appuyés. Qu'en est-il aujourd'hui? Combien ont été installés et comment vous évaluez leur fonctionnement? Bon, nous avons installé 5 sur les provinces qui ont des massifs forestiers importants. On a installé premièrement à Maïndombe, parce que tous les enjeux aujourd'hui sur la RAID, c'est dans les Maïndombe. Il fallait que le Maïndombe ait son conseil. Et le Maïndombe, pas plus tard que la semaine passée, lorsqu'ils ont tenu la plus grande réunion sur le PIF, et ils ont tenu une réunion. En Bandaka, la même chose. Le conseil de Bandaka a réussi même à... Et celui de Maïndombe. Ils ont réussi même à annuler certaines demandes de forêt de communauté locale. Okay. Ils ont validé d'autres. Le conseil de Kisangani, qui s'en est suivi, a aussi tient des réunions. Ils ont dernièrement statué sur beaucoup de questions, entre autres la question sur le conflit entre la province de la Chopo et la province d'Imaniema au sujet du parc de la Lomami. Okay. Et dernièrement, j'étais à Lissala. Le dernier conseil, c'est le conseil de Lissala, où j'ai installé. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu les rapports qu'ils ont tenus, où ils ont commencé à faire un état délié de la province par rapport aux questions brûlantes et qui veulent encore des appuis de notre part pour qu'ils puissent tenir les réunions du conseil. Donc, et puis le conseil de la Chuapa aussi, qu'on a installé l'année passée. C'est pour dire que tous ces conseils-là ont été installés. Maintenant, il faut les appuyer pour qu'ils soient fonctionnels parce qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre au niveau des provinces. Et que ces conseils-là, chaque jour, les présidents des conseils consultatifs qui sont en fait les directeurs provinciaux, les secrétaires exécutifs provinciaux de l'administration publique m'appellent pour dire chers frères, chers partenaires, envoyez-nous des moyens. Ça montre qu'ils ont un intérêt là-dessus pour que les choses s'améliorent. Oui. Et que leurs gouverneurs sont intéressés à ce que les choses avancent. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'ils ont des forêts et que leurs administrations, leur population ne puissent pas tirer des bénéfices de ces forêts. Et le conseil est là pour mettre en place ces mécanismes de gouvernance qui permettent à ce que le gouverneur de la province ait une mainmise aussi et qu'il puisse affecter de façon légale les ressources de sa forêt de manière durable. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose d'amusement, c'est vraiment une institution qui est importante. Et je salue en passant nos amis de Fonared parce qu'ils sont en train aussi d'appuyer le conseil de Maïndombe. Et parce que j'ai appris dernièrement, ils m'ont fait rapport qu'ils ont réussi même un financement de PIF. Okay. Alors c'est pour dire qu'en fait il y a un relais par rapport à l'action que nous faisons. Il y aura sûrement d'autres partenaires qui vont financer. Et ça, c'est un succès, hein? C'est un succès, bien sûr. Parce que si c'était quelque chose d'inutile, les Fonared ne pouvaient pas donner de l'argent. Mais quand ils donnent, ça veut dire qu'il y a un intérêt là-dessus. Ils veulent à ce que tous les acteurs se réunissent et qu'ils puissent converger, avoir des points qui convergent vers la gestion durable. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites, vous, VVF, lorsque vous regardez le secteur des forêts, la manière dont il est géré ou la manière dont il fonctionne? Vous vous dites quoi? Qu'est-ce que nous allons dire? Nous, on ne dit rien. Nous, on appuie le gouvernement. On appuie le gouvernement. Nous voyons qu'à tel endroit, ça ne marche pas. Et nous apportons notre expertise au gouvernement pour que le gouvernement améliore sa façon de gérer sa forêt. Super. Mais nous, on ne peut pas nous y mixer dans la gestion de la forêt de la RDC. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'accompagner le gouvernement, d'appuyer le gouvernement avec des outils, avec des moyens. Et c'est ce que vous faites déjà, hein? C'est ce que nous faisons. Nous le faisons chaque jour. Mais nous, on ne peut pas nous substituer au gouvernement congolais
dans la gestion de ces ressources. Ça, ce n'est pas notre rôle. Alors, Jean-Marie, je voudrais savoir, y a-t-il une question que je ne t'ai pas posée, que tu voulais que je te pose? Ah, voilà. Mais ça, c'est un problème. L'eau de la RDC. Ah, voilà. Ça, je vois que la question est vraiment brûlante. Il faut envoyer l'eau de la RDC vers le Tchad. Mais c'est ça. C'est l'actualité. Le chef de l'État l'a évoqué à Kigali et plusieurs personnes sont passées sur mon plateau pour parler de cette question. Comme tu penses que c'est la question que je n'ai pas posée, je vais la poser alors. Quel est ton point de vue? Ça, c'est le point de vue de Jean-Marie. Jean-Marie. Pas le point de vue de VVF. Le Super. point de vue de Jean-Marie. Très précis. Alors, quel est ton point de vue en tant que Congolais par rapport à cette question? Mais moi, mon point de vue ne peut pas être contraire à celui du président de la République. Ah. Oui. Le président de la République a dit que si on veut exporter l'eau du fleuve Congo, qu'on le fasse Vers l'embouchure. vers l'embouchure. Et là, tu es d'accord? Oui, qu'on le fasse vers l'embouchure. Pas En amont. en amont. Non. C'est ce qu'il a dit. Ouais. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand certains citoyens congolais, certains frères congolais disent que on doit le faire par solidarité africaine. Vous savez combien nous avons souffert? Depuis quand? Depuis qu'on a commencé des guerres ici en 1995 jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissez un pays africain qui est venu par solidarité sauver la RDC? Quel est ce pays-là qui est venu par solidarité? Il n'y a pas une solidarité. Moi, je n'ai pas vu. Peut-être que d'autres ont bénéficié, mais moi, je n'ai pas vu ça. N'est-ce pas? Et l'eau, vous savez, on dit que la troisième guerre mondiale, ça sera la guerre de l'eau. Et ça Et risque de c'est commencer maintenant, au Congo. Hein. et c'est maintenant que nous devons affûter nos armes. Vous savez, quand les Américains sont forts, ils ont une armée, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont des ressources. Et nous aussi, nous devons être forts en tout. Parce que les gens viendront nous attaquer dès lors que nous avons des ressources. Nous devons être forts aussi en tout. Exact. Donc, l'eau du Congo doit d'abord servir au peuple congolais. Parce que certaines personnes ont le pétrole et leur pétrole ne bénéficie qu'à leurs fils et filles. Exact. Donc l'eau du Congo doit d'abord bénéficier aux Congolais avant de penser à d'autres personnes. C'est très politique. Eh bien, Jean-Marie, ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Est-ce que tu as un message particulier? Le message particulier, c'est que je lance, c'est un message interpellateur de nos autorités. Nous n'avons que des forêts et c'est parmi les ressources que le Congo a. Et ce que nous conseillons, nous recommandons aux autorités congolaises, c'est d'asseoir la gouvernance forestière, de faire appliquer les règles de la gouvernance forestière. La RDC a déjà, le code forestier a produit plus de 50 mesures d'application. On attend que l'application des mesures. Parce qu'une fois ces mesures-là appliquées, l'État va tirer des bénéfices, les communautés vont tirer des bénéfices et le peuple congolais sera heureux.